Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir Monsieur Harry Roselmack. Bonjour Harry Roselmack. Bonjour, je suis ravi d'être là. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de votre parcours et de votre livre que vous avez sorti récemment. Le principe, il est simple. Vous allez tirer au sort un sujet et je vais vous poser des questions dessus. Très bien, ça me rappelle un peu mes études et mes examens. No room for racism. Nous avons eu malheureusement l'affaire de Michel Z avec cette interpellation un peu trop musclée de la part des policiers. Une affaire qui éventuellement s'ajoute aux affaires Théo et auparavant Zied Bouna. Quel est votre rapport avec la police? Moi, j'ai toujours eu personnellement de très bons rapports avec la police D'accord. et j'ai, disons, un rapport presque intime avec la police puisque mon père était policier. Mon père était CRS D'accord. à Tours. Et c'est vrai que moi j'ai grandi avec l'image d'une police de principe, parce que mon papa est un homme de principe qui, dans son exercice de sa fonction, alors qui dans sa vie en général, essayait de suivre ces principes-là, et il l'a toujours très bien fait, c'est pour moi un modèle, et il le faisait particulièrement dans l'exercice de son métier. Alors lui, il n'était pas en intervention directe, c'était quelqu'un qui travaillait dans les télécommunications, néanmoins il était amené parfois à se rendre sur des lieux de manifestation, et lui était dans les cars de CRS, il gérait les manifestations. Mais c'est vrai qu'il nous a toujours parlé de la grande exigence de ce métier, du fait que quand on était policier, on avait un devoir moral supérieur Oui. à celui des autres citoyens. Et il a toujours suivi ce devoir moral avec beaucoup de rigueur. Donc c'est pour ça que moi, quand je vois des affaires de violence policière, quand je vois des dérapages policiers, ça me touche particulièrement parce que je sais que ça touche mon père et qu'il trouverait ça intolérable. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas considérer qu'un policier qui commet un délit, quel qu'il soit, puisse avoir des circonstances atténuantes. On a trop souvent l'impression que le fait d'être policier, ça rendait les infractions qu'on pouvait se permettre moins graves que les autres. Non, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'un policier, il doit être puni plus sévèrement s'il fait une entorse à la loi, puisque c'est l'un des gardiens, l'un des représentants du temple de la loi. Et donc, cette réalité-là, on ne la retrouve pas. En tout cas, moi, j'aimerais que ce soit une réalité, ça, et on ne le retrouve pas assez. C'est pour ça que j'ai manifesté à plusieurs reprises, notamment sur l'affaire. Comment s'appelle-t-il voilà, que le nom m'échappe. Quelle affaire? Théo? Adama. Ok. C'est pour ça que j'ai manifesté sur l'affaire Adama Traoré. J'étais parmi les manifestants. C'est pour ça que je me suis rendu aussi à la place de la République au lendemain de l'attaque de Michel Zecler. Néanmoins, ce qui est particulier quand même, c'est que quand je suis arrivé à la manif, je me suis retrouvé à côté de gens qui avaient des slogans qui disaient police fasciste, police milice, désarmer la police. Et finalement, je ne suis pas d'accord avec ces gens-là non plus. Donc je viens pour manifester ma colère et mon envie de dire stop aux violences policières, et je me retrouve associé à des gens qui portent des messages qui ne sont pas du tout les miens. Donc je ne suis pas resté très longtemps à cette manif. Il fallait que je le fasse par principe, mais c'est vrai que c'est très compliqué finalement d'être dans un équilibre nécessaire, parce que la police, on en a besoin, mais on a besoin d'une police vertueuse, on a besoin d'une police qui ne soit pas cynique. Vous, à Clichy-sous-Bois, vous savez très bien ce que c'est que de faire face à un cynisme policier. Un policier, même s'il poursuit un jeune, il ne doit pas se dire ah bah, il est rentré là-dedans, il va voir ce qui va lui arriver. Non, son rôle, c'est de protéger aussi. Et c'est de protéger tout le monde, y compris des gens qui auraient peut-être à un moment fait des bêtises, mais qui mettent leur vie en danger. Donc ces policiers-là sont inconséquents. Ces policiers-là, ils doivent être punis pour l'erreur qu'ils ont faite, ou plus grave encore, l'attaque de Michel Zecler, c'est quelque chose, quand je dis plus grave, évidemment non, puisque Michel Zecler est heureusement toujours en vie. Quand je dis plus grave, c'est le comportement des policiers qui là est complètement inacceptable. Et donc ces policiers-là doivent être sanctionnés comme il se doit. Est-ce que vous trouvez qu'actuellement on se retrouve face à un divorce entre les forces de l'ordre et les Français?
Oui, il n'est pas totalement nouveau ce divorce. On a une espèce de tradition en France d'amour-haine face à sa police. 22 v'là les flics, ça date de bien avant ma naissance. Et donc, on a toujours eu cette relation. Au moment des attentats, on était fiers de notre police et on avait raison de l'être. Puis, 2 mois après, il se passe un truc qui fait que bah, on conspue la police. Donc, bon, c'est un peu schizophrénique tout ça. Oui. Je crois qu'il faut retrouver un peu enfin, de sérénité et deux, de constance, parce qu'on ne peut pas passer d'un état à l'autre, on les adore, on les déteste, on les adore, on les déteste, ça n'a pas de sens. Oui. Il faut avoir un peu de constance, mais pour ça, il faut effectivement que la police fasse son état des lieux, son aggiornamento, comme on dit parfois, et qu'il nettoie un peu ce qui ne va pas, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Vous voyez que là, dans les images qu'on vous a proposées, il y a un no to racism. Disons qu'on a eu droit à un phénomène, enfin à des mots qui ont interrompu un match de Ligue des Champions. À quel point ça vous a impacté, vous, dans votre vie, justement, le racisme? Je vous mentirais en disant que je suis un traumatisé du racisme, c'est pas vrai. J'ai évidemment connu, mais comme tous les non-blancs de ce pays, à un moment ou à un autre, une remarque désagréable, une attitude idiote, agressive. Mais ça ne m'a pas marqué, franchement. C'est très petit comparé à tout ce que j'ai pu faire dans ce pays, à tout ce que... On n'est pas dans un régime... Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans un régime d'apartheid. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes d'origine antillaise, africaine, maghrébine, asiatique, que vous ne pouvez pas faire des choses. Ça, c'est pas vrai. De façon très générale, c'est pas vrai. Il faut quand même le dire. On est dans un pays de liberté relative. La liberté n'étant jamais absolue, mais on est dans un pays où on peut quand même faire des choses. Après, il y a effectivement, alors, du racisme de temps en temps, mais surtout des discriminations qui s'appliquent à beaucoup et qui font qu'on a l'impression qu'il y a des choses qui nous sont interdites. Et c'est ça, peut-être le point principal, c'est un, ouvrir le champ des possibles pour tout le monde, et deux, respecter chacun. Et respecter chacun, ça passe aussi par des actes politiques, par des mots politiques, par des discours forts sur la reconnaissance d'un certain nombre de crimes, même passés, qui ont été faits par l'État français, même si à l'époque c'était pas une république, parce que l'esclavage par exemple et la traite négrière, ça a commencé à un moment où la France n'était pas encore une république. Néanmoins, ça a continué après l'établissement de la République, grâce entre guillemets à Napoléon Bonaparte, qui a rétabli l'esclavage qui avait été aboli une première fois par les révolutionnaires, par les premiers républicains. Et donc, par rapport à ces épisodes-là, il faut que l'État sache reconnaître l'erreur, non pas des Français d'aujourd'hui et non pas du gouvernement d'aujourd'hui, mais l'erreur de la France, et s'en repente. On dirait que c'est un mot qui fait mal aujourd'hui aux politiques qui ne veulent pas, qui ne veulent plus entendre parler de repentance. Mais la réconciliation, elle passe par la repentance. Si je vous ai fait quelque chose de grave et que je ne vous demande pas pardon et que je ne reconnaisse pas que je vous ai fait quelque chose de grave, on ne sera pas amis. C'est compliqué. Et donc, je pense qu'il faut passer par ces étapes-là. Ça marche. Je vous propose de tirer un autre sujet. Le rapport à votre image. Moi, j'aurais une question en soi. Bon, on dit de vous que vous êtes beau gosse. Pardon, hein, mais le beau gosse aujourd'hui, c'est vous, hein, c'est pas moi. Et désolé. Tout ça est relatif et bon, voilà. Il est en train de me chébran, mais sale. Mais pour y revenir, justement, par exemple, j'avais une citation en tête d'Emmanuel Chin, le producteur de 7 à 8 notamment, qui vous a défini en tant que quelqu'un de glamour. Et bon, vous l'avez vu dans l'image. C'est gentil de sa part. Justement, vous voyez dans GQ que vous avez été élu également l'homme idéal en 2009. Hein. Quel est votre rapport justement par rapport à votre image? J'ai pas de rapport théorisé à mon image. Je suis quelqu'un qui, je le pense, n'a pas changé fondamentalement, si ce n'est que je suis un peu plus occupé et que je suis peut-être un peu moins disponible pour un certain nombre de personnes. Mais j'ai pas de... Je ne travaille pas mon image. Je suis, quand je suis, par exemple, en une d'un journal, c'est que j'ai quelque chose à dire, c'est que j'ai quelque chose à vendre, entre guillemets. Oui. Soit une émission, soit un livre, comme c'est le cas en ce moment, soit un film, comme ça a été le cas il y a quelques années, avec mon film Fracture.
Et donc, je n'ai pas de politique d'image. Je ne fais pas des magazines pour montrer ma tête et pour faire le beau gosse ou le. J'apparais et je communique pour des projets, toujours pour le fond. Après, le fait qu'on m'ait dit à l'époque et qu'on continue à me dire de temps en temps que je suis beau gosse, ça me fait plus plaisir que le contraire, et on va pas se mentir. Oui. Maintenant, voilà, c'est pas quelque chose qui est très important en fait pour moi. Je vous propose de tirer sur un autre sujet. Hop, Ah bah, et ben voilà. les livres. La transition est parfaite, c'est Exactement. J'ai envie de très dire. bien joué. Bah, le livre qui est ici, Nouvelles d'après 20 heures, que vous avez coécrit avec Michel Douard. On aimerait savoir tout d'abord c'est quoi son histoire et également la conception. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bah, l'histoire de ce livre, c'est la volonté de ramener les gens, les jeunes, mais pas seulement, à la lecture littéraire. Parce que c'est un vrai plus dans une vie, c'est quelque chose qui apporte beaucoup, et c'est quelque chose qui aujourd'hui, pour bien des gens, n'a plus cours. On lit toute la journée des posts, des commentaires sur les réseaux sociaux, des infos, mais on ne lit plus de littérature, on ne lit plus d'histoire. Or, lire des histoires, ça participe à se fabriquer un imaginaire. On imagine les personnages, on imagine les situations. C'est un kiff qui est un tout petit peu plus riche, je le pense, que celui d'aller au cinéma. Le cinéma, ça peut être super, et il faut aller voir des films qui vous plaisent, il faut lire des livres qui vous plaisent. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout lire. Néanmoins, le kiff du cinéma, c'est d'être dans une super histoire qu'on vous propose, mais qu'on vous impose. Le kiff de la lecture, c'est d'être dans une super histoire qu'on vous propose, mais que vous co-construisez avec la personne qui écrit, parce que c'est vous qui allez imaginer le visage d'un personnage. C'est vous qui allez vous faire une idée de la façon dont il marche. Alors, on va vous donner des indications dans le livre, mais vous allez participer aussi à ça. Et c'est en fait lire, c'est construire aussi son propre film dans sa tête, avec des guides, avec des aides. Et ça, c'est une richesse qui est en train de se perdre. Et je pense que dans la créativité des gens, des êtres humains, notamment des jeunes qui veulent faire du cinéma, c'est important d'avoir lu, parce que quand vous avez beaucoup lu des histoires, eh ben, ça vous aide ensuite à fabriquer des histoires sur écran. Et donc, on est parti au début. Alors, j'ai commencé par écrire quelques nouvelles que j'ai postées sur les réseaux sociaux. Et j'ai demandé à Michel, que je connais depuis très longtemps, qui est un écrivain, qui a écrit plusieurs romans, et dont j'adore le style. Je lui ai demandé d'écrire avec moi. Et très vite, avec mon éditeur, on s'est dit, mais pourquoi se contenter de les mettre sur Facebook? Faisons un livre et amenons les gens à relire vraiment, à relire un objet physique. Et j'ai eu cette idée qui est assez sympa de faire un livre qui a deux couvertures. Donc vous le prenez dans un sens, il y a la couverture sur laquelle je suis, avec dedans, je tiens le livre avec la page de Michel, côté de Michel. Et j'ai mes nouvelles qui sont écrites dans un sens. Et hop, vous retournez le livre. Il y a Michel qui tient le livre à ma page, avec les nouvelles de Michel qui sont écrites dans l'autre sens. C'est un peu le principe, j'ai envie de vous dire, des mangas japonais, car les mangas japonais, on commence souvent au contraire. Exactement, c'est vrai. Ça, c'était pour la petite anecdote. La petite note de culture générale, merci beaucoup. On voit que vous aimez énormément écrire. Quelle est la place de l'écriture dans votre vie? La place de l'écriture, elle est primordiale, et j'ai compris que les mots et que l'écriture était un outil de lien très fort, parce que j'ai grandi avec mon frère, on a grandi à Tours, nous on est né à Tours, on a grandi à Tours, et notre sœur aînée, elle, est née en Martinique, et elle a passé les 12 premières années de sa vie à la Martinique. Donc on la voyait pendant les vacances, mais tout au long de l'année, on était à l'école à Tours et elle était à la Martinique. Et on a entretenu une relation épistolaire, donc on s'écrivait pendant des années, et je crois que c'est là que j'ai compris l'importance des mots pour entretenir une relation aussi forte qu'une relation frère-sœur. Voilà, je crois que ça me vient de là. Et j'ai toujours beaucoup écrit, j'ai toujours aimé écrire, et je continue à vivre finalement de l'écriture. Si je suis devenu journaliste, c'est parce que les gens m'intéressent et que j'avais envie de comprendre comment ils fonctionnaient, mais c'est aussi parce que il y a une part d'écriture dans le journalisme. Et donc voilà, c'est quelque chose qui vraiment fait partie de ma vie professionnelle. Je vous propose de prendre un autre sujet. Allez, hop. 2 SPI. J'ai commencé par dire 2 SPI, c'est quoi? Ok, donc son parcours. Vous avez commencé à Radio Béton
Et aujourd'hui, vous conduisez 7 à 8. Euh, Vous êtes passé notamment par le JT de TF1. Qu'est-ce que vous retenez de votre parcours? Des rencontres, essentiellement des rencontres, parce que c'est l'essence de ma vocation de journaliste, encore une fois. Moi, j'ai voulu être journaliste pour rencontrer les gens, pour mieux les comprendre. Et c'est ce que je veux garder de ce parcours, avec à chaque étape, à des niveaux différents, mais des rencontres et des échanges. Et alors on ne le voit pas là dans ce petit schéma, Oui. mais moi l'émission qui m'a le plus marqué, qui me correspond le plus, c'est l'immersion, ouais, que j'ai fait pendant 5 ans sur TF1 et qui était diffusée en deuxième partie de soirée, qui étaient des documentaires, voilà, où je me rendais à la rencontre de communautés qui étaient mal connues et qui étaient souvent victimes de pas mal d'idées reçues, comme toutes les communautés mal connues. Est-ce que dans tous les sujets que vous avez notamment présentés pendant et le JT de TF1 ou au-delà de ça dans vos émissions, est-ce qu'il y en a un qui vous a notamment marqué? Je vais mettre à part les immersions qui m'ont toutes marqué, parce que chaque immersion était un moment très fort, et notamment celle qu'on a faite sur la fin de suivre des gens qui étaient en fin de vie, comme leur nom l'indique, et qui sont presque tous morts pendant notre durée de tournage, qui a duré 1 an et demi. À part ça, je dirais sur 7 à 8, un garçon qui s'appelle Imad, dont j'ai eu des nouvelles d'ailleurs il n'y a pas hyper longtemps, qui est un garçon qui est venu avec ses parents d'Algérie, qui avait des problèmes multiples avec des organes déficients, plusieurs organes déficients, mais qui avait une lumière intérieure incroyable et qui avait fait le portrait de la semaine avec Thierry de Mézières et qui disait des choses à 8 ans qui étaient juste hallucinantes, qui étaient extrêmement fortes, qui étaient extrêmement touchantes. Et ce garçon, c'est vrai, il a marqué une partie de l'équipe de 7 à 8 et moi, il m'a particulièrement marqué, c'est vrai. Ok. Alors, vous avez été journaliste. On a abordé le côté écrivain et vous êtes même producteur. Vous avez produit un film qui s'appelle Fracture, sorti en 2017. Dans quel domaine justement est-ce qu'on pourrait vous retrouver? Moi, je pense que tous les domaines qui ont un lien avec l'écriture, je peux m'y épanouir. Le film Fracture dont vous avez parlé, j'en suis devenu le producteur parce que je l'ai écrit, et parce que je l'ai écrit, je l'ai réalisé. Et pour le réaliser et pour le fabriquer, il fallait une production, donc je l'ai produit. Mais la base de tout, la base de presque tout, c'est l'écriture chez moi. Ok. Donc tout ce qui a lien avec l'écriture, ça me parle. J'ai même écrit des chansons, parce qu'avec ce film Fracture, on a fait une BO, Oui. une bande originale, et dans cette bande originale, il y a 18, c'est un album de 18 titres, et j'ai écrit pas mal de ces titres, ou coécrit pas mal de ces titres. Ouais, donc bientôt un featuring avec Snoop Dogg, la voix peut-être. Qui sait? Bien, bah, je vous propose de tirer Allez, le il en dernier. reste deux. Le La rapport- pratique du sport, Exactement, la pratique au sport. avec le kimono évidemment de rigueur, en Effectivement. tant que judoka. On sait que vous êtes ceinture noire, Ouais. que vous aimez énormément le judo. Est-ce qu'il y a éventuellement un autre sport qui vous intéresse, que vous suivez? Oh, j'aime bien l'athlétisme. D'accord. Je suis pas mal les compétitions d'athlétisme. J'ai pas mal aimé le basket à une époque, qui est l'époque des dinosaures comme moi, où il y avait des gens comme Michael Jordan, Magic Johnson, ces grandes stars-là du basket. Et puis, alors je suis pas un fan de foot, mais mon fils aime tellement le football que je m'y intéresse un peu, et puis je l'accompagne à l'entraînement, parfois au match, donc je commence à m'y intéresser. Est-ce qu'il y a un sportif qui vous a notamment inspiré? Qui m'a inspiré, oh, bah, des sportifs que j'ai aimés, il y en a un certain nombre, ceux qui ont marqué par leurs exploits mon enfance. Je parlais tout à l'heure de Michael Jordan, mais il y a eu aussi Carl Lewis en athlétisme. Il y a un certain nombre de sportifs. Après, parmi ceux que j'ai le plus côtoyés, hein, et qui ont eu un très haut niveau, une très grande carrière et qui m'ont le plus impressionné, je citerai Teddy Riner, parce que Teddy Riner, c'est un garçon que je connais depuis longtemps. Je l'ai vu jeune champion, et j'ai coproduit un documentaire sur lui. Et donc c'est quelqu'un que je connais et dont je connais et j'admire les qualités, alors physiques, mais ça tout le monde tout le monde les voit, c'est pas compliqué de les voir, mais surtout ses qualités mentales et morales. C'est-à-dire qu'un champion, c'est pas simplement quelqu'un qui est costaud et qui est bon techniquement, c'est quelqu'un qui a un vrai mental
Et lui, en plus du mental, il a une vraie morale, il a une vraie sensibilité qu'il exprime à des moments où c'est opportun. Il a une vraie intelligence du judo, mais vraie intelligence aussi dans sa vie, dans la façon dont il mène sa barque. Et c'est quelqu'un qui m'impressionne. Ouais. Ok. Si vous propose un contre 1, est-ce que vous le prenez sur le tatami? Non, mais pour m'amuser, mais là, ça fait trop longtemps. Là, je pourrais pas. Ce serait pas raisonnable. Ça fait trop longtemps que j'ai pas pratiqué et il me casserait en deux au bout de 10 secondes. Ouais, une époque, c'est quelque chose que j'aurais pu accepter. Ouais. Ok, ça marche. Bon, bah, je vous propose le dernier sujet. Allez. C'est parti. Donc, ça, justement, c'est l'évolution des médias. Ouais. Alors, nous voyons un peu que les médias, enfin la télévision en général, on dit qu'elle a mal vieilli. Est-ce que vous trouvez que justement c'est le cas ou pas réellement? Non, moi, je pense pas que la télé a mal vieilli. Je pense que plus que le changement de la télé, elle n'a pas vraiment changé. Elle a toujours la même vocation et elle est même de plus en plus pertinente, de plus en plus connectée au public. Elle n'a pas tellement le choix en vérité, parce que justement aujourd'hui elle a des concurrents. Mais c'est plus le public qui a changé. Le public, il a plus changé que la télé en vrai. D'accord. Et c'est le public et ses usages qui mettent la télé parfois effectivement en difficulté, notamment dans le domaine qui est le mien, qui est le domaine de l'information, parce qu'on se retrouve mis en concurrence à pied d'égalité avec des choses qui ne sont pas de l'information. Avec des choses qui sont des mésinformations ou de la désinformation. On parle de fake news. Et ça, c'est très compliqué pour nous journalistes parce que on est concurrencé par tout un tas de données qui ne sont pas des informations sur le digital et qui prétendent être des informations. Et le public qui ne sait pas toujours reconnaître qu'est-ce qui est de l'information et qu'est-ce qui n'en est pas, compare les deux. Et estime que soit on ne dit pas la vérité, parce que ces fake news, elles disent des vérités, mais qui ne sont pas la vérité, qui pour le coup sont des informations manipulées, qui ont un but, qui est de servir celui qui les dit, alors que nous, journalistes, on n'a pas de but dans l'information. Nous, quand on donne des informations, c'est pas ni pour faire plaisir, ni pour mécontenter. C'est juste transmettre, révéler, ou éclairer des faits.